présenter, donc bonjour à tous, je suis Paulin de Boisson, je suis Key Account Manager donc, au sein des équipes de LinkedIn France. Et donc je vais avoir le plaisir de poursuivre cette matinée. On est encore ensemble pendant à peu près une heure et quart, avant de repasser à la partie networking pour deux grandes thématiques. D'abord, la première, c'est d'avoir les retours d'expérience de nos clients, de pouvoir passer du cadre un peu méthodologique qui a été balayé en première partie de session à une expérience plus concrète, à la réalité du terrain, avec 4 clients qui nous font le plaisir de partager leur expérience ce matin. Et puis, on finira par une partie plus prospective sur les évolutions de Sales Navigator et le futur du social selling avec LinkedIn. Donc sans plus tarder, je vais convier... Alors juste un point, c'est qu'effectivement la session va être filmée, donc vous pouvez potentiellement être filmé, et puis on laissera 10 minutes de questions-réponses où vous aurez l'opportunité de poser vos questions, et donc ça aussi, ça sera filmé. Donc sans plus attendre, je vais demander à nos 4 invités de venir me rejoindre sur scène. Je vais démarrer par Eric Markiewicz, qui est Woodrive. Je vous demande de les applaudir pour les encourager, s'il vous plaît. Stéphanie Delaporte de SAS, Cédric Noiset de Synapsys et Lucas Rittberger de Dassault Systèmes. Je vous en prie, prenez place. Bienvenue. Merci. Merci. Est-ce que vous êtes bien installés? Oui, ça va. Tout va bien. Les micros fonctionnent? Impeccable. Très bien. Donc on va pouvoir démarrer. Je vous remercie encore de nous faire le plaisir et l'honneur de participer ce matin. Moi j'ai eu l'occasion déjà d'échanger avec vous. Des échanges passionnants avec des passionnés. Donc j'espère qu'on va pouvoir aussi retraduire ça à nos invités ce matin. On va démarrer la session avec, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Et puis c'est une tradition dans les Social Selling Roadshow avec LinkedIn, c'est de nous indiquer quelque chose qui n'est pas sur votre LinkedIn, le profil LinkedIn, qui est une sorte d'icebreaker qui permet voilà, de vous présenter sous une autre facette. Alors Eric, on va démarrer par toi. Merci, bonjour à tous. Je suis Eric Markiewicz, je suis le Chief Marketing Officer, CMO de Woodrive. Woodrive, c'est une société française de logiciels, et qui fait à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 350 personnes. Je pense que je représente la partie SMB du panel, ensemble. Alors, au-delà du profil LinkedIn, effectivement, que vous pourrez tous consulter, alors ça me fait drôle de revenir ici, c'est que j'ai commencé en fait mes études juste à côté, à Paris 6. Alors à l'époque, ça s'appelait un DUG des sciences des structures et de la matière, que j'ai fait juste un an après, avant d'intégrer une prépa. Mais voilà, donc vous me faites revenir effectivement pratiquement 20 ans, enfin plus de 20 ans en arrière. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est ce qui n'est pas sur mon profil LinkedIn, c'est le temps que je passe au Japon. Ma partenaire dans la vie est japonaise et je passe pratiquement 6 mois de ma vie, et elle passe 6 mois de sa vie en France, moi je passe 6 mois de ma vie au Japon. D'accord, merci beaucoup Eric. Stéphanie? Moi je suis Stéphanie Delaporte, je suis chez SAS, qui est un éditeur de solutions analytiques. Chez SAS, je suis social media expert. C'est quoi? C'est gérer tout ce qui est pay advertising. C'est gérer tout ce qui est contenu éditorial sur nos propres comptes sociaux. C'est aussi gérer tout ce qui est social selling, c'est un gros morceau, et c'est gérer tout ce qui est employé advocacy. Moi, je passe pas de temps au Japon. Par contre, je vais passer mon week-end dans la boue. J'ai arrêté de fumer, donc je me suis mise à courir et j'ai décidé de faire le Mud Day ce week-end. N'importe quoi, en fait. Bravo. Cédric? Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Cédric Noiset. Je suis un des 2 cofondateurs du groupe Synapsys. Synapsys, c'est le fameux segment dont on parlait tout à l'heure. C'est une société d'une centaine de personnes qui fait un petit peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, et c'est une société de services informatiques où on fait à la fois de l'IT et du digital pour nos clients qui sont pour le coup des clients du CAC 40 essentiellement. Voilà, ce qui n'est pas indiqué sur mon profil LinkedIn, moi je reviens du Japon, mais voilà, je suis un grand voyageur, je suis un fan de road trip, et on a entrepris avec mes enfants de faire un maximum de pays, de visiter un maximum de pays
Ils sont très jeunes, mais on en est déjà à 17, donc c'est pas mal. Wow. Bravo. Lucas? Bonjour à tous, moi je suis Lucas Riedberger, donc je suis directeur média chez Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, je pense qu'un grand nombre d'entre vous connaissent, hein, c'est une société qui est leader sur tout ce qui est PLM, CAD, CAD Software, c'est un éditeur de logiciels international, à peu près 14 000 personnes au travers du monde. Donc je suis directeur worldwide du média, donc j'accompagne en fait toutes les campagnes médias. Donc je suis un peu extérieur en fait au social selling, sauf que vous le verrez, on a décidé de travailler tous ensemble sur l'ensemble des axes et des outils de LinkedIn. Donc voilà, et en termes d'icebreaker. Ce qui n'est pas sur ton profil voilà. LinkedIn. Donc moi j'ai deux équipes, hein. J'ai l'équipe de Dassault Systèmes que je gère tous les jours. Et puis en rentrant chez moi, j'ai une équipe de basket puisque j'ai 5 enfants donc à gérer, à manager. Donc les uns aident les autres et j'essaie de travailler les deux équipes et de ne pas mettre en place des procédures de review avec mes enfants. Merci beaucoup à tous. Donc maintenant on a tous des icebreakers pour aller, si on souhaite à la fin de la session, en savoir plus sur eux et sur leurs entreprises. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet puisqu'on a vu que François tout à l'heure nous a donné un cadre méthodologique. On va respecter entre guillemets ce cadre puisque les questions, on va balayer vos expériences sur l'ensemble de ces thèmes. En introduction, peut-être vous pouvez nous dresser le contexte dans vos entreprises qui a amené à mettre en place un programme de social selling, en mettant en évidence peut-être quels sont les objectifs business, pour reprendre l'expression de François, qui a fait que vous avez mis en place ce projet. On va continuer dans ce sens-là, si vous le voulez bien. Parfait. Alors la genèse en fait du social selling chez Udrive, c'est la prospection. Alors c'est arrivé en 2014 en fait le choix en fait de l'outil assez tôt en fait dans le cycle de vie de Sales Navigator, où effectivement on a dû mettre en place deux équipes de vente, une qui est chargée en fait des grands comptes. Et on va dire que la relation avec les contacts est assez naturelle, qu'elle utilise LinkedIn ou pas LinkedIn. Et puis une équipe de prospection. L'équipe de prospection qui partait de zéro. On ne voulait pas acheter des bases de données. On sait tous dans cette salle que acheter des bases de données, c'est pas très efficace. La qualité est très mauvaise. Et donc, on a choisi d'équiper 10 business développeurs avec 10 licences, Sales Navigator. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que en fait, les résultats étaient nettement supérieurs à ce qui se faisait avant, donc sans Sales Navigator, à savoir 30% en fait de plus immédiatement dans les premiers mois de la prospection, quant à le nombre de rendez-vous fixés par l'équipe de business développement pour les commerciaux. Donc ça a démarré tout simplement avec donc un besoin de prospecter sans base de données. Très bien, merci Stéphanie. Nous, chez SAS, on est parti du constat que le comportement des acheteurs en B2B avait changé et que, de même que dans le B2C, les acheteurs en B2B vont sur le web pour s'informer, pour se former, et que 57% du processus d'achat est déjà effectué sur le web avant que l'on contacte un commercial. Donc chez nous, on s'est dit ce qui serait bien, c'est que les commerciaux soient présents bien en amont du processus d'achat. D'autre part, nous, c'est le VP Sales Operation Worldwide qui a voulu mettre en place, qui a voulu déployer en fait des licences LinkedIn Sales Navigator. Il a été sensibilisé par une de ses collaboratrices qui utilisait LinkedIn de manière très très soutenue. Donc lui, il s'est dit, ok, c'est comme ça qu'il faut qu'on soit vraiment en amont du cycle de vente. Si on fournit des licences à nos commerciaux, ils vont pouvoir communiquer du contenu intéressant, du contenu qui va être en relation avec les centres d'intérêt de leur communauté. Donc ça a été directement nous déployé worldwide sur tous les commerciaux tout de suite, après avoir suivi une formation de social media. On n'avait pas réellement, c'est pas un objectif business, l'objectif en fait c'était que les commerciaux utilisent Sales Navigator et aient aussi un SSI de 70, ce qui est juste
énorme en fait. Voilà. Élevé, mais pas inatteignable. Pas inatteignable. Et pas inatteignable parce que certains l'atteignent, mais comme le disait tout à l'heure, je me souviens plus de son prénom. François disait, à côté de ça, il faut qu'il y ait vraiment aussi un chef d'orchestre. Ce VP Sales Operation chez SAS a nommé quelqu'un des États-Unis qui utilisait aussi déjà LinkedIn de manière soutenue pour piloter tout le projet et pour l'aider à déployer en fait les licences dans le monde. Donc aider à déployer, c'est qui va en avoir besoin, comment on va les former, et puis tout ce qui est update. Voilà. Alors, chez Synapsys, en fait, nous, on a commencé l'aventure en 2012, on est parti de zéro. Donc le social selling, ça n'existait pas. On a évidemment recruté une équipe commerciale. Et au début de l'aventure, on a fait 2 constats. Le premier, c'est que la prospection téléphonique, on va dire, classique, que l'on pratiquait, que l'on faisait pratiquer par nos commerciaux depuis une vingtaine d'années, s'est soufflé un petit peu. On avait des métriques qui étaient de moins en moins performants en termes de résultats. Ça, c'est le premier constat. Et puis le deuxième constat, c'était aussi de constater ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'on avait de plus en plus d'interlocuteurs dans le processus de décision dans nos actes de vente, puisqu'on s'adresse encore une fois à des sociétés du CAC 40 et que le nombre d'interlocuteurs est de plus en plus important. Voilà, donc partant de ces 2 constats-là, on s'est dit, on est bien embêté, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a un modèle de management qui n'est pas adapté? Est-ce qu'il faut qu'on mette la pression à nos commerciaux? Est-ce qu'il faut qu'on leur fasse plus de câlins? Je ne sais pas. Donc on a pris un peu de recul, on s'est posé des questions, et donc on a pris, on va dire, deux grandes décisions stratégiques. La première, ça a été d'outiller et d'automatiser, on va dire, l'ensemble de l'entreprise. Donc on a intégré un CRM dans un premier temps qui nous a permis finalement de centraliser l'information, et puis derrière de créer de l'automatisation, j'ai envie de dire presque à outrance, pour faciliter la vie de nos commerciaux. Et puis la deuxième chose, ça a été de faire du social selling sans savoir que ça s'appelait du social selling au début, un peu par accident, parce que nous on est une petite entreprise, donc on a pris des licences LinkedIn Premium au début en 2015, et on a commencé à jouer un petit peu avec, et puis voyant que ça avait du succès, c'est-à-dire qu'on avait des premiers rendez-vous, et que ça alimentait bien aussi notre CRM, eh bien on a contacté LinkedIn pour être accompagné de manière un petit peu plus structurée. Et c'est là qu'on a, en 2016, commencé notre programme Sales Navigator et Social Selling de manière, pour le coup, beaucoup plus structurée. Passer à la vitesse supérieure. Exactement. Très bien. Lucas, côté Dassault Systèmes, quel est le contexte? Il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites. Donc, très rapidement, effectivement, la genèse du programme, même si je n'y étais pas, mais tu y étais, a démarré avec des problématiques d'upsell et de cross-sell sur les clients existants. Et puis, l'entreprise a changé, l'offre produit a commencé à s'étoffer. Le besoin de connaître et de développer sur d'autres industries, d'autres secteurs de marché s'est fait connaître, et pour ce faire, on a bien eu besoin d'un certain nombre d'outils pour que les sales, nos forces commerciales, puissent contacter les clients qu'ils ne connaissaient pas. Et LinkedIn était là pour ça. Voilà, on a utilisé les outils dans la volonté de dynamiser et d'augmenter en fait notre potentiel de marché, et de connaître d'autres clients et de nouveaux clients sur d'autres secteurs. Très bien, donc ce que je retiens un petit peu de ce premier tour d'horizon, c'est effectivement le besoin en termes d'objectifs business, de développer du chiffre d'affaires, que ce soit avec des clients existants, cross-sell, upsell, ou développer la part de marché, mais aussi de changer la façon dont les commerciaux travaillent et prospectent. C'est un peu les principaux objectifs business que je retiens. On va passer maintenant dans les 3 facteurs clés de succès qu'on a vus avec François, qui sont l'executive sponsorship et la communication qu'il faut faire autour d'un programme. Le deuxième, qui est la structuration et la formation. Comment est-ce que finalement on déploie, ok, on achète les licences, et puis ensuite comment est-ce qu'on déploie ces programmes. Et puis on finira par comment est-ce qu'on mesure le retour sur investissement, comment est-ce qu'on le pilote. Et là, vous verrez qu'on a des exemples très concrets et des impacts très significatifs sur le business.
Donc on va maintenant faire ce tour d'horizon sur la question de l'executive sponsorship et de la communication. Comment est-ce que vous avez fait pour embarquer l'organisation autour du programme? Alors le choix de Sales Navigator a été fait par l'un des fondateurs d'Oudrive. En fait, c'est le patron des ventes mondiales. Donc tout simplement sur le constat que on ne pouvait pas faire deux choses. La première chose, c'est prospecter, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait au-delà des comptes nommés. Et la deuxième chose, c'est quand on met de nombreux produits sur le marché, et chez Oudrive, en fait, on verticalise nos solutions, donc pratiquement tous les trimestres, il y a des nouveaux produits. Et quand on verticalise des solutions, eh bien, on est un petit peu sec par rapport au contact. Donc en fait, le constat était qu'on ne pouvait pas prospecter en fait, de nouveaux comptes, mais même dans des comptes en fait, existants, et que ce soit grand compte ou SMB, en fait, quand on a des solutions verticales, eh bien, on n'avait pas la capacité d'identifier les bonnes personnes, et on n'avait surtout pas la capacité en fait, d'avoir une conversation pertinente. Parce que tous les commerciaux dans cette salle savent que l'utilisation d'email seulement ou du cold calling sans réellement rebondir sur l'actualité ou sur quelque chose d'un petit peu personnel, ça ne va pas fonctionner. Donc bien sûr, Sales Navigator uniquement avec des emails, ça peut d'intérêt. Ce qu'on apprend, nous, à nos commerciaux, c'est vraiment avoir une interaction. La préparation, c'est 80% en fait, du succès. Et je pense qu'on parlera tout à l'heure en fait, de la formation et de comment est-ce que c'est déployé. Mais ce qu'on leur apprend, en fait, c'est tout simplement en fait, de se préparer pour pouvoir à la fois trouver de nouveaux contacts sur des marchés en fait, qui existent déjà pour nous, ou bien quand on lance de nouveaux produits. Et je vous donne un exemple horizontal. Je ne sais pas, par exemple, les conseils d'administration, c'est un nouveau produit qu'on a lancé il y a 2 ans. Et bien, il est clair que LinkedIn a été extrêmement important pour nous, pour identifier les membres de conseil d'administration, les board members, etc. Et tout à l'heure, je partagerai un exemple en fait, de succès dans ce domaine-là, où effectivement, on était très très sec par rapport à la base de données et notre capacité réellement dans le réseau en fait, à identifier ce genre de personnes. Merci Stéphanie. Ben, nous, en fait, on a... Le sponsorship était fait directement. On en a un petit peu parlé, effectivement. Le sponsorship était fait directement par le VP Sales Operation, avec une grosse communication, avec un gros relais US. Ça a été rebasculé chez les filiales. Tous les commerciaux ont été équipés directement. Et en fait, au bout de peut-être 2-3 mois, quand on regardait un petit peu les données LinkedIn, on s'est aperçu qu'ils les utilisaient pas trop bien. Certains étaient à l'aise, d'autres pas à l'aise. Donc, de notre côté, sur la région, on a demandé aux États-Unis de faire venir le Global Social Selling Lead, la personne qui avait été nommée par notre VP, pour venir faire des formations en France et sur les différentes régions. Faire venir cette personne-là, donner un appui, donner vraiment une grosse signification aux sales, que c'était un projet qui était réellement porté par les États-Unis et que c'était vraiment mandatory, quelque chose dans lequel on investissait réellement. Donc cette personne-là est venue en France, elle a fait les formations Sales Navigator pour que les gens puissent utiliser Sales Navigator de manière correcte. Et d'un autre côté, nous, en France, on a fait des formations sur LinkedIn classique. Parce que quand on utilise Sales Navigator, si à côté de ça, on a un profil qui ressemble à rien, ça va pas. Donc il y a eu toute cette partie de formation-là de fait. Voilà. Très bien, merci Stéphanie. Alors, pour Synapsis, le sponsorship a été assez simple, puisque c'est moi, donc c'est pratique. Donc, j'ai pas eu besoin de convaincre ma direction. En revanche, il a fallu convaincre les équipes de l'adopter. Donc, ça a été aussi assez simple. Bon, l'avantage, c'est que on n'est pas très gros, on est 10 en structure, donc au niveau des forces commerciales, c'est vrai qu'on a du coup un cycle, enfin en tout cas une communication qui est extrêmement rapprochée, et donc c'est passé par, j'ai envie de dire, un accompagnement dans un premier temps, une sensibilisation, par des formations peut-être dont on reviendra un petit peu plus tard, mais surtout ce qui a déclenché, j'ai envie de dire, l'envie
des commerciaux d'aller plus loin. C'est tout simplement les premiers succès. Avant notre programme de social selling, lorsqu'on a pris nos licences premium, ça a été tout simplement le déclenchement des premiers rendez-vous par le biais du social selling, et ça a eu un impact extrêmement fort puisque ils se sont rendus compte que ça fonctionnait. Voilà, et ensuite on a structuré par une démarche d'accompagnement. Côté Dassault Systèmes, c'est venu beaucoup de l'équipe sales et particulièrement du middle management qui a grandement poussé à l'adoption et à l'usage des outils. On a des équipes sales qui sont formidables. J'imagine que les vôtres c'est pareil. Et ça a été évidemment repris par le marketing, poussé par le marketing auprès du comité de direction qui maintenant appuie la décision et l'usage de l'outil. Très bien, merci beaucoup. Donc, effectivement, l'executive sponsorship et puis l'implication des différents du management, que ce soit le top management ou le middle management, est un facteur essentiel de succès. Je pense que dans vos témoignages, c'est quelque chose qui ressort. Maintenant, la question, une fois qu'on a donc embarqué les leaders, comment est-ce que concrètement on structure dans la sélection des utilisateurs, dans la formation, dans les process qu'on met en place pour faire en sorte que finalement on passe des premiers quick wins. Je reprends ton exemple, j'ai des licences premium, je génère des rendez-vous, à quelque chose de plus structuré, de plus systématique et qui devient une machine de guerre. Alors, nous, maintenant, on a un retour de 3 ans à peu près sur l'utilisation du produit. Ça fait partie en fait du process d'onboarding des nouveaux commerciaux. On a 70 commerciaux, on a une quarantaine de licences Sales Navigator. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur la partie account management, on considère que c'est réellement le métier en fait, de l'account manager en fait, de connaître à fond ses clients, et on a réservé les licences aux business developers et aux inside sales. Et depuis 2 ans maintenant, ou peut-être depuis 1 an et demi, ce qu'on veut, c'est que réellement le social, et au-delà du social selling, en fait, devienne soit dans l'ADN de tous les collaborateurs d'Oudrive. Et ce que l'on fait de manière extrêmement régulière, ce sont des forums d'échange. On appelle ces forums d'échange des show and tell. Et c'est là que se passe l'alchimie en fait, de l'adoption. C'est-à-dire que le top management a beau dire, où on fait venir des gens des États-Unis, et même si effectivement c'est très positif, la réalité se passe au niveau de la base et des échanges en fait, entre, par exemple, des inside sales qui vont dire maintenant, je ne peux pas. Le Sales Navigator, c'est mon fromage. Si on m'enlève mon fromage, je ne sais pas. Je ne sais plus réellement organiser ma journée. Et comment est-ce qu'on leur apprend à organiser leur journée? Comment est-ce qu'on leur apprend à utiliser les différents modules? Ce sont au travers en fait, de ces forums où d'autres personnes, en fait, tout simplement des inside sales, et pas le management justement, leur disent voilà ce que moi je fais au quotidien, voilà ce que moi j'ai réussi à faire. Dans tel cas de figure, il m'est arrivé, quand j'étais confronté à telle problématique, de faire ça, et avec tel résultat, et voilà, maintenant, je peux effectivement partager cette expérience avec mes pairs. Donc, il y a un programme structuré d'onboarding, mais également, ça se passe énormément au niveau des échanges, presque informels, parce que ce sont des petits groupes, en fait, les inside sales, c'est une quinzaine de personnes, et c'est là que ça se passe. Réellement, la chimie prend au niveau de ces petits groupes. Sur le terrain. C'est ça. Très bien, merci. Stéphanie? Nous, comment on a structuré, comme mes collègues, les success stories, ça a un très fort impact. Comme mon collègue également, le face-to-face, le networking, discuter avec les gens, organiser des petites sessions de formation. C'est juste leur donner des trucs. Comment on fonctionne. Et au-delà de comment fonctionne LinkedIn, comment fonctionne le social en global. C'est par exemple, tu es sur les médias sociaux, fixe-toi 3 topics pour ta ligne éditoriale. 3 centres d'intérêt, tu communiques là-dessus. C'est tout ça. Et c'est surtout aussi toute la communication que nous, on peut leur apporter en tant que marketeur. C'est une social selling newsletter, par exemple,
où on va leur donner des trucs et astuces. C'est également ce qu'on a mis en place, c'est un site intranet où il y a toutes les informations qu'on peut retrouver sur le social, au-delà de LinkedIn. Donc c'est les guidelines chez SAS, comment ça se passe. C'est si tu as besoin d'un fonds, d'un framework, d'un fonds LinkedIn, tu peux trouver un fonds LinkedIn qui soit corp sur notre intranet. Il y a un blog aussi pour trouver des informations. Après, je pense que moi, le fait le plus important, c'est quand même les discussions de machine à café, c'est d'aller discuter avec les gens directement, c'est de se rendre disponible aussi pour leur montrer quand ils ne savent pas, et c'est de savoir identifier aussi quels sont les gens que l'on risque de perdre, et de leur apporter la formation. Il y a un des points, quand on a préparé évidemment ce panel, qui était intéressant, et bon nombre d'entreprises se posent la question entre est-ce qu'il faut donner une licence uniquement aux digital natives, ou comment est-ce qu'on sélectionne les candidats, ou comment est-ce qu'on embarque différemment les différents commerciaux? Nous, on ne s'est pas posé de donner une licence aux digital natives ou aux seniors. On a donné les licences à tout le monde. Après, on a vu comment les gens l'utilisaient. Alors, les digital natives, soit ils sont beaucoup plus à l'aise avec l'outil, d'une manière technique, mais c'est pas parce qu'on est digital native qu'on va utiliser bien l'outil. On va savoir où se trouve ci, où se trouve ça dans l'outil, mais bien l'utiliser, c'est pas forcément le cas. À côté de ça, les gens qui sont plus seniors et qui ne sont pas digital natives, ils vont peut-être être un petit peu plus frileux à se mettre sur l'outil, à être un petit peu plus prudents. Je ne vais pas poster ça, si je poste ça, est-ce que j'ai pas fait une faute d'orthographe? Voilà. Mais une fois qu'ils ont adopté l'outil, par contre, eux, ils y vont vraiment à fond et ils l'utilisent bien. Et ils écoutent les conseils, ce que peut-être les digital natives ne font pas forcément. À côté de ça, je veux dire... Ce que je veux dire aussi, c'est que LinkedIn Sales Navigator, c'est un très bon outil, mais un mauvais vendeur avec LinkedIn Sales Navigator ne deviendra jamais un bon vendeur. On est déjà bon vendeur au départ et on devient encore meilleur vendeur avec LinkedIn Sales Navigator. Un retour d'expérience, Cédric, sur ce sujet? Oui, avec plaisir. Nous, on a structuré notre démarche de social selling il y a un petit peu plus d'un an, en février 2016. On a commencé ce programme de structuration. Avant, on était vraiment sur un modèle très artisanal. Et dans la structuration de notre projet, en fait, on l'a découpé en 3 étapes. La première étape, ça a été vraiment de la formation théorique à l'ensemble de l'entreprise, pas uniquement aux forces commerciales, mais vraiment à l'ensemble de l'entreprise, à la fois pour impacter vraiment les forces commerciales, mais aussi pour sensibiliser l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise à la notion de réseau et de social selling. En tout cas, on leur a fait découvrir ce que c'était que le social selling, et on les a accompagnés fortement. Par exemple, on a fait venir un photographe dans l'entreprise, chacun a une photo dans l'entreprise qui est correcte. On les a sensibilisés au fait que il fallait avoir un profil de qualité, parce que faire du social selling, c'est bien, mais faire du social selling, ça sous-entend aussi qu'il y a des personnes qui vont venir sur votre profil, et que du coup, la première étape, c'est quand même d'avoir un profil de qualité. Voilà, donc il y a eu une vraie sensibilisation très théorique au départ à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Ça a été la première étape. La deuxième étape, ça a été du coup de manière beaucoup plus précise de monter des ateliers très spécifiques. Donc là, on n'est plus dans la formation, mais on est dans de l'atelier, donc avec des échanges extrêmement précis sur certaines thématiques ou sur certaines briques du social selling. Par exemple, comment est-ce que je rédige correctement un email, parce qu'on n'est pas ni dans le mail, ni dans le courrier. Voilà, on est dans une démarche qui est un petit peu différente, qui doit être structurée. Donc on a créé ces ateliers et on a fait en sorte aussi, au travers de ces ateliers, de pouvoir fournir un certain nombre d'outils à l'ensemble de l'entreprise, et en particulier à ceux qui ont des licences Sales Navigator. Donc les outils, ça va du guide
du guide de bonne pratique de l'utilisation de LinkedIn et le guide de bonne pratique de Sales Navigator pour les commerciaux, à toute une palette d'outils finalement qui sont j'ai besoin d'avoir une photo, j'ai besoin de la changer, ils ont à disposition un photographe, j'ai besoin de bannières au fond, je ne sais plus comment ça s'appelle, bannière... C'est la photo de fond d'écran. Voilà, fond d'écran, donc on leur met à disposition des fonds d'écran corporate. Voilà, donc deuxième étape, vraiment les ateliers. Et puis troisième étape, l'animation. L'animation du social selling avec la mise en place d'un réseau social entreprise et puis au travers de ce réseau social entreprise à la fois la mise à disposition de tous ces outils et puis une animation assez forte au travers de challenges, de newsletters, d'informations, de publications mensuelles du SSI pour les commerciaux, ça ils aiment beaucoup. Donc il y a un côté challenging. Voilà, donc tout un tas d'animations pour que l'ensemble de l'entreprise, et en particulier les commerciaux, aient vraiment en tête que le social selling, ça fait partie maintenant de l'ADN de l'entreprise. Merci, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est pas parce qu'on n'est pas un grand groupe qu'on ne peut pas investir, structurer, animer et piloter de façon très structurée. Et ça me semble effectivement assez intéressant dans ton témoignage. Merci. Lucas? Je ne vais pas redire ce qui a été dit, donc je vais juste ajouter deux choses. Nous, on a essayé de se structurer de façon un peu plus large, parce qu'on a beaucoup de démarches paid sociales également, je sais que vous aussi. Donc on fait beaucoup d'achats médias, et puis on a aussi les ressources humaines qui sont fortement impliquées. Donc on a décidé de monter une team virtuelle dans la société qui implique l'ensemble des parties prenantes et les gens qui font partie des différentes géographies, des différents pays également. Donc voilà, via cette petite équipe, ça nous permet de structurer l'activité, de se tenir au courant et de travailler sur l'ensemble des programmes dont le social selling fait partie. Voilà, après il y a l'ensemble des trainings qui sont mis en place, les Pure Profile qui permettent de mettre à jour les profils, et un certain nombre de choses qu'on fait avec vos équipes, avec Nandi qui a présenté plutôt une partie de l'activité. Et puis on veut gagner en autonomie, et pour gagner en autonomie, il nous faut des traîneurs, et donc on va pouvoir lancer le programme Instruct d'ici peu, qui va nous permettre de former un certain nombre de sales chez nous, un certain nombre de personnes, que ce soit des inside sales ou des sales, qui vont pouvoir appréhender, former eux-mêmes la communauté des vendeurs, la communauté des sales, d'un point de vue international. Merci beaucoup. Très, très riche en termes de bonnes pratiques sur cet aspect structuration et formation, qui est vraiment aussi le point essentiel pour passer, encore une fois, des quick wins à quelque chose d'industriel et de systématique. Et justement, donc la thématique qu'on va aborder maintenant, c'est la thématique autour de la mesure, du ROI et du pilotage. Finalement, c'est de l'animation, hein, vous avez dit tout à l'heure. On se nourrit d'exemples aussi pour animer et poursuivre la dynamique. Et donc, je pense que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec vous, des belles histoires et des impacts très significatifs sur vos business. On va poursuivre dans cet ordre-là. C'est très bien, Eric. On commence avec Lucas. Comme ça, tout de suite. On a un certain nombre d'éléments de retour sur le ROI. Je disais qu'on pilotait de façon globale l'activité avec LinkedIn. Donc on met en place un dashboard avec l'ensemble des indicateurs que LinkedIn nous fournit, qui sont disponibles. Donc le SSA évidemment, le Content Marketing Score également avec les aspects médias, et puis les index HR que j'ai complètement oublié également. Et puis il y a un certain nombre d'indicateurs aussi en interne sur le pilotage de l'activité qui nous permettent de ramener, venant de notre CRM, un certain nombre de choses qui permettent de justifier l'usage et les différentes interactions qu'on peut je dirais le prix des licences qui nous permettent de justifier ces prix-là.
donc en termes d'analyse de ROI, tu veux dire entre l'adoption, l'utilisation de l'outil et l'impact business chez vous. Voilà, et puis il y a un certain nombre d'indicateurs qui nous sont fournis par aujourd'hui. Notre ROI est à peu près de 86. Pour 1 euro investi, on gagne à peu près 86. Ça c'est basé sur 86 euros, pardon. Ça c'est basé sur les retours d'expérience, les wins qu'on peut avoir sur nos systèmes et sur notre CRM. Donc c'est intéressant. Encore une fois, je ne regarde pas qu'un seul indicateur, on ne regarde pas qu'un seul indicateur, c'est quand même un ensemble d'indicateurs qui nous permettent de suivre et de suivre l'activité et notre ROI sur l'ensemble. Alors nous, on a un programme qui a 1 an, donc forcément les mesures sont assez éphémères. On a été assez pragmatique pour cette première année. On a souhaité mesurer le ROI et l'impact que pouvait avoir le social selling sur le chiffre d'affaires. En fait, on s'est servi de notre CRM pour pouvoir mesurer quelle était l'influence du social selling sur notre chiffre d'affaires. En 2016, sur 9 mois de mesure, donc c'est pas l'année complète, on a estimé qu'on a 15% de notre chiffre d'affaires qui a été influencé par le social selling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, si on n'avait pas eu nos licences Sales Navigator, eh bien, c'est du chiffre d'affaires soit qu'on n'aurait pas eu, soit qui aurait été dégradé, en tout cas dans le temps, avec des processus de décision parfois plus longs. Donc ça nous a permis d'accélérer ou d'accéder eh bien, à des opportunités complémentaires. Donc pour nous, 15% du chiffre d'affaires, ça représente à peu près 1 million d'euros. Voilà, donc ça c'est la première mesure que l'on a prise. Ça reste un programme qui est encore jeune chez nous, donc on a rajouté cette année d'autres indicateurs. Et cette année, en termes de mesures, on a forecasté à peu près que 30% du chiffre d'affaires serait influencé par le social selling, donc c'est plutôt en progression. C'est plutôt encourageant. Ouais. Merci. Comme les autres, nous, on a intégré les data LinkedIn et notre CRM dans notre outil de visualisation qui s'appelle SaaS Visual Analytics. Et on sait aujourd'hui par exemple que nous c'est pareil, hein, le programme de social selling il est en place depuis 1 an et demi à peu près chez SAS. On sait que 10% des opportunités ont été ouvertes grâce au social selling, et aujourd'hui aussi on le sait que 18% des opportunités ont été gagnées grâce au social selling. À côté de ça, dans notre dashboard, on a aussi un onglet en fait qui nous permet de visualiser, c'est l'onglet qu'on appelle coaching, qui nous permet de visualiser où sont nos pains. Par rapport à toutes les personnes qui ont Sales Navigator chez SAS, on sait qui a des pains de professional branding par exemple. On s'est dit que tous ceux qui étaient en dessous de 15 sur le pilier professional branding, du SSI, pardon, ouais, on a considéré qu'il fallait qu'on les fasse monter en compétences. On sait qui ne se connecte pas. On sait qui n'envoie pas d'email, on sait qui a peu de relations. Donc cette vue unique tout de suite qui nous saute aux yeux nous permet de dire ok, donc toi et toi, je vais te prendre en session particulière, je vais te réexpliquer comment ça fonctionne, je vais te réexpliquer comment on écrit des emails, etc. etc. C'est un peu directif. Session câlin. Voilà. Alors chez Woodrive, nous on est obsédés par la conversion et par le ROI. Donc en fait, si Sales Navigator est encore au budget, c'est dans mon budget marketing en fait qu'on paye les licences, c'est qu'il y a un ROI. Mais il y a aussi en fait une chose importante que je voudrais partager, c'est vraiment l'intégration en fait des efforts entre les équipes vente et marketing. Tout à l'heure, on disait qu'un mauvais vendeur n'allait pas devenir meilleur ou à la marge en fait utilisant Sales Navigator. C'est sans doute vrai. Ce qu'on observe, nous, c'est que dès lors qu'il y a alignement en fait, des efforts, au niveau du branding, au niveau des messages, au niveau de la réutilisation des contenus, au niveau du rythme avec lequel ils sont mis à disposition des vendeurs, là, il y a un vrai impact en fait, du social selling et on peut le mesurer. Donc ce qu'on observe, c'est que aujourd'hui, 30% des contenus sont réutilisés par les commerciaux en fait en mode social selling,
Et sur ces 30%-là, en fait, il y a le double de conversion. S'il y a des initiatives qui sont individuelles, qui ne sont pas intégrées entre sales et marketing, là, il y a 2 fois moins de conversion, donc 2 fois moins d'impact sur le pipeline et sur le revenu. Donc ça, c'est important parce que, effectivement, les initiatives de social selling non intégrées, je pense honnêtement qu'elles sont sans doute vouées à l'échec parce qu'il y a un manque de branding, il y a peut-être des... on ne va pas aller jusqu'aux fautes d'orthographe ou des choses comme ça, ou des profils, ça c'est vraiment la base, d'avoir son profil qui est de bonne... qui est de bonne qualité, mais je dirais l'intégration entre les efforts de content marketing, de réutilisation de contenu, fait la différence. La deuxième chose, c'est, et je prendrai un exemple en fait, de ROI, c'est essentiellement pour ça qu'il y a encore une fois des licences qui sont assez chères, il faut le dire, de 16 navigateurs sont encore au budget, c'est que tout à l'heure, je vous parlais d'une solution verticale chez Oudoraf qui consiste en fait à équiper les boards, les conseils d'administration de solutions en fait de collaboration digitale. Là, on a démarré pratiquement de zéro et avec les efforts de nos inside sales, en fait, des gens qui font essentiellement du cold calling en fait, mais adapté, donc avec le contexte, Sales Navigator, ils savent effectivement comment s'accrocher en fait à l'actualité des entreprises, etc. Donc ça c'est la base de la formation qu'on leur propose. Ils ont été capables en fait d'accrocher un des board members du CAC 40, et je vous la fais courte, en fait, ne serait-ce que cette opportunité-là qui a converti en fait en une première licence en fait et à peu près un demi-million d'euros en fait de revenus. Tout simplement en fait qui vient directement en fait d'une initiative en fait de social selling. Qui permet effectivement en une vente de justifier probablement le ROI fois... On aurait dû l'exclure du ROI, je suis d'accord. Mais voilà, ça serait fois 1000, donc ça serait bon, difficile. C'est le mammouth effectivement qui cache tout le truc qu'il y a derrière, mais voilà, c'est juste pour illustrer qu'il peut y avoir des grosses transactions effectivement qui sont initialisées par ce genre d'outils. C'est très intéressant. Au-delà, on a beaucoup parlé sur LinkedIn Sales Navigator, du mapping, des contacts, etc. Tu en as parlé, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Je trouve que c'est le contenu, parce que ce dont on s'est aperçu chez SAS, quand on a mis en place le social selling, c'est qu'effectivement, on demandait aux commerciaux d'être présents en amont du cycle de vente, donc avec du contenu intéressant et dans les centres d'intérêt de leur communauté, pour se positionner en tant qu'experts. On s'est vite aperçu que, le contenu, d'accord, c'est joli, mais je le trouve où ? Donc, on a fait pareil, encore, on est toujours dans l'information, mais on a fait des sessions de formation sur comment on fait les alertes Google pour trouver du contenu en relation avec les centres d'intérêt, comment on a des flux RSS sur des sites intéressants. On a expliqué aussi comment on pouvait utiliser Hootsuite, par exemple, pour tout planifier, pour avoir une présence sociale régulière, parce qu'au-delà de l'utilisation de LinkedIn Sales Navigator, il faut aussi s'organiser pour l'utiliser. LinkedIn Sales Navigator, c'est pas du one-shot, c'est qu'il faut y être tout le temps, tous les jours. Mais ce problème de contenu a été quand même un problème récurrent chez SAS, qu'on est en train de régler. J'ai la chance de travailler dans une société où il y a des moyens. Ils nous ont mis à disposition un outil que chez nous, on appelle VoiceStorm, qui est un outil qui est complètement fermé pour SaaS. C'est en fait un site de curation de contenu. C'est-à-dire que c'est du contenu qui remonte sur VoiceStorm, et ce contenu qui remonte sur VoiceStorm est directement proposé par les utilisateurs eux-mêmes. Ce qui signifie que un sales va trouver un article intéressant, il va se dire tiens, je vais le partager avec ma communauté pour que les autres aussi puissent le partager. Et quand il partage son contenu sur VoiceStorm, il rédige aussi son tweet directement, il rédige son message LinkedIn directement, ce qui fait que moi, quand je suis sales, je reçois la notification comme quoi il y a du nouveau contenu à partager. Je vais cliquer sur share et je vois directement, hop, ok, j'ai mon message, j'ai un message LinkedIn, j'ai un message Twitter. Je peux partager facilement. C'est un peu biaisé, parce que quand on partage du contenu aussi, il faut avoir lu quand même le contenu. C'est mieux. Et là, mais ça permet d'avoir quand même une présence régulière. Et ça permet surtout de s'organiser, parce que VoiceStorm permet aussi derrière de planifier. Voilà, c'est juste... le contenu est quand même aussi le nerf de la guerre dans LinkedIn Sales Navigator. Je vais rebondir effectivement avant de vous donner la parole pour des questions. Effectivement, nous on dit souvent le social selling c'est un sport collectif. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir aligner
l'organisation commerciale et l'organisation marketing pour pouvoir obtenir des résultats encore plus performants. Et notamment, on s'aperçoit que quand les deux sont alignés, sur les programmes de social selling, on a des taux de connexion ou de conversion aux emails qui sont jusqu'à 25% supérieurs à une action menée uniquement par les sales. Donc il faut effectivement, je vous rejoins totalement, un des facteurs clés de succès, c'est aussi d'aligner et d'embarquer l'organisation commerciale et marketing pour pouvoir porter le même message et pour pouvoir aussi avoir une dynamique globale. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je vais maintenant ouvrir, peut-être s'il y a des questions parmi les invités ou dans le public que vous souhaitez adresser à nos invités. Oui. Je crois qu'on a un micro, non ? Bonjour, il faut toujours une première question. Voilà. La voici. Monsieur, vous disiez que chez vous, pardon, je vous regarde, oui, que vos account managers n'avaient pas de compte. Alors, je n'ai pas bien compris si c'était pas de compte Sales Navigator ou s'ils n'étaient pas formés au social selling. Pour quelle raison pensez-vous que quand on est en charge d'un compte, c'est pas forcément nécessaire d'avoir une licence ou alors tout simplement de faire du social selling? La réalité, c'est que les gens en charge de named account, qui ont 1 ou 2 ou 3 comptes, n'ont pas effectivement de licence Sales Navigator. La raison, c'est que la direction commerciale pense que leur métier, c'est de faire le mapping de compte en fait extrêmement précis. C'est quand on a un compte, ben on doit effectivement pouvoir se passer ce genre d'outils. Je me fais l'écho en fait des raisons, alors que effectivement les gens qui sont en chasse ont besoin réellement de ces outils, et puis les gens qui font réellement de la téléprospection, c'est quasiment leur outil de base. Donc voilà la raison. Enfin, j'espère que je réponds à votre question. Stéphanie, ou est-ce que vous voulez apporter peut-être d'autres compléments de réponse? Nous, tout le monde est équipé, donc on n'a pas ça. Mais avec des volumétries qui sont forcément pas les mêmes. Donc ouais, c'est un choix qu'on a fait. On a équipé toutes les forces commerciales de l'entreprise. Après, on a quelques consultants qui sont pas forcément équipés, mais qui sont un peu plus en retrait de l'activité commerciale. Mais c'est sûr que toutes les personnes qui sont en frontale du commerce sont équipées de licences. D'autres questions? Bonjour, Albéric Desmano de 3M. J'ai entendu parler de force de vente, de prospection, d'Inside Sales, avec des licences Sales Navigator, et jusqu'où ces équipes de vente vont dans la vente. En fait, jusqu'où est-ce qu'elles sont juste de la prospection, est-ce qu'elles vont jusqu'à la... Est-ce qu'elles transmettent les opportunités derrière vers d'autres équipes, ou comment est-ce que vous organisez ça au mieux avec justement les licences LinkedIn? Je pourrais répondre pour ma part. Nos téléprospecteurs ne font que de la prospection et planifient des meetings en fait pour les commerciaux. Ils ne closent pas de business. Leurs objectifs sont des objectifs en fait de conversion de meetings en pipeline, mais pas de closing. Ils ne portent pas des chiffres d'affaires. Et au-delà de la barrière, il y a 2 équipes: account management, donc sur les comptes nommés, très peu nombreux, avec des commerciaux dédiés qui n'ont pas de licence Sales Navigator et qui utilisent le social selling également directement, tout simplement en fait par curation ou par partage de contenu sur leur réseau. Et puis il y a les business développeurs qui eux en fait font de la chasse, qui portent un quota et qui eux également sont équipés de Sales Navigator. Nous de notre côté, on a toutes les sales tous les sales qui sont équipés de Sales Navigator. On a aussi ce qu'on appelle le Customer Contact Center. Donc, ce sont des personnes qui font de la prospection téléphonique, qui sont équipées de Sales Navigator et qui, eux, l'utilisent plus pour de la recherche, de nouveaux contacts, pour du mapping aussi. On a également ce qu'on appelle chez nous un peu les rosts, c'est un peu difficile, ce sont des experts en fait métiers, des experts sur la fraude et qui eux aussi ont un contact avec les clients très proche, donc eux aussi sont équipés de Sales Navigator. Maintenant,
comme chez Eric, le Customer Contact Center, dès qu'il a détecté une opportunité, rentre dans notre système que cette opportunité est détectée via du social selling et passe cette opportunité au commercial, etc. etc. Pareil pour le Rust. Donc c'est ongoing. Je veux bien intervenir, mais par rapport à 3M, mais non, juste pour apporter une précision, nous on a complètement transformé le modèle commercial de l'entreprise en l'espace d'un an et demi. Aujourd'hui, on ne fait plus du tout de call calling. Chez Synapsys, ça n'existe plus. 100% de notre business est généré par le réseau. Alors, pas que le social selling, pas que le réseau social, mais aujourd'hui, on n'a plus du tout de prospection téléphonique à froid, ça n'existe plus. Et ça, c'est pour nous un vrai succès parce que ça nous permet d'abord de fidéliser fortement notre équipe commerciale, parce qu'ils n'aiment pas trop faire de la prospection à froid. Et puis, ça permet d'avoir une démarche beaucoup plus qualitative, beaucoup plus structurée à l'égard de nos prospects, même si, encore une fois, le social selling ne fait pas tout, mais il y a un vrai accélérateur par rapport à ça. Voilà, donc on a vraiment transformé ce modèle. Je peux juste rajouter un point. Allons-y. Et lorsque vous avez décidé d'un départ de quelqu'un de votre équipe, forcément il va partir avec son réseau. C'est le jeu. Okay, voilà. C'est le jeu. Alors, juste, sauf effectivement s'il y a des synchronisations avec Salesforce, voilà. par exemple. Ouais, on a vraiment la capacité d'aspirer avec les nouveaux packages, outils de Sales Navigator. Là, il y a une vraie interaction avec le CRM. Du coup, il y a quand même un existant qui reste et qui est assez fort. Il y a tout l'historique. Voilà. Après, la relation physique entre le commercial et le client, bon, voilà. Comme Sales partait avec son carnet d'adresse avant. Une question? Je voudrais savoir en fait le lien, l'utilisation que vous avez de LinkedIn Sales Navigator avec vos autres outils de marketing justement pour compléter le funnel. Et on voit les intégrations avec Salesforce et Dynamics CRM, ok, mais plutôt en amont, communication, on va dire institutionnelle et liée un peu plus après vers le contact de la société. Vous utilisez quoi comme autre outil de marketing lié à ça? Alors pour nous, c'est un projet qui est prévu pour 2018, donc je vais laisser parler. Je peux répondre brièvement. On a Marketo qui est notre plateforme en fait d'automatisation. Tous les contenus en fait sont mis à disposition dans Salesforce. Il y a des intégrations techniques. Je vous donne pas les détails, mais effectivement notre plateforme marketing c'est Marketo. Tous les contenus sont mis à disposition dans Salesforce. Et dans Salesforce en fait il y a l'utilisation en fait des contacts de LinkedIn. Donc tout ça en fait est complètement intégré. Nous, de notre côté, on a un outil qui nous est propre, qu'on a développé en interne, où on a effectivement tous nos contenus marketing aussi dans cet outil. Simplement, on a avec nos commerciaux ou avec les détenteurs de licences, ou même avec tous les collaborateurs de chez SAS qui utilisent les médias sociaux pour communiquer, on a une règle qu'on appelle la règle des 4-1-1, c'est-à-dire que sur 6 messages postés sur les médias sociaux, il doit y en avoir qu'un seul qui est de la marque SAS. Un qui est entertainment, fun, et 4 qui sont sur les topics, mais qui sont plus généralistes, qui sont sur les topics qu'ils se sont fixés dans leur ligne éditoriale. C'est-à-dire que ça peut très bien être des articles des Échos sur la fraude bancaire ou ce genre de choses. On veut que les collaborateurs qui utilisent les médias sociaux chez SAS passent pour des experts. Et on ne veut pas passer pour un expert, c'est pas tout le temps parler de sa marque. C'est aussi être capable d'aller voir au-delà et d'avoir un esprit critique, un œil critique sur ce qui se fait. Évidemment, si on est bon, on arrive toujours à linker des articles génériques à ce que l'on fait et comment on peut rebondir. L'objectif, là, on a parlé de beaucoup d'employés advocacy, on parle aussi de médias et les possibilités médias qu'offre LinkedIn en paid social. L'objectif, enfin l'un de nos objectifs, c'est de pouvoir, par rapport à certains comptes donnés, réussir à
ça fait très bullshit ce que je vais dire, mais séquencer en fait un certain nombre de messages purement marketing ou offre produit avec le discours et les partages que pouvons faire les équipes sales pour structurer une conversation avec des comptes donnés. Alors, en fait, c'est une alternance et un séquençage de messages. Alors, on est au début de l'expérience, mais c'est ce qu'on veut réussir à faire dans les mois qui viennent. Je ne sais pas si je suis clair. Très bien, merci. On va s'arrêter là pour le panel. Et je vous remercie beaucoup. Je vous propose de les applaudir parce que c'était vraiment un partage très riche.